définition que j'ai trouvée très éclairante à plusieurs domaines. J'aurais beaucoup de choses à vous demander, à discuter, mais bon, il faut choisir. Et c'est cette notion par rapport au traumatisme, pas comme quelque chose de... Je ne sais pas comment vous l'avez formulé, mais pas quelque chose d'horrible, d'insupportable, mais d'inconcevable, ou plutôt de quelque chose de difficile d'assimiler, vous avez dit ça. Et lié à cette notion d'élaboration, qui est un terme profondément psychanalytique, qui m'est très cher parce qu'il est lié à ces rôles de la parole, du langage, pour produire des significations par rapport à des réalités qui sont plutôt assimilées au niveau intime. Est-ce que vous pourriez croiser ces deux notions que je trouve très importantes, celle du traumatisme avec l'élaboration? Comment on élabore un traumatisme dans la clinique psychanalytique? Oui. D'abord, au fond, précisons donc le terme d'élaboration. Il est freudien. C'est Freud qui fait remarquer donc avec la remémoration vient la répétition et le temps nécessaire de la perlaboration. Il appelle ça perlaboration, c'est-à-dire c'est une élaboration. Bon, perlaboration me fait penser moi à une élaboration à travers tout ça permanente. Donc le travail d'élaboration, c'est le travail aussi bien de construction du symptôme avec lésion que le travail. Alors, j'hésite sur les mots parce que je n'ai pas l'idée qu'il est très utile de mettre plein de sens, mais il est utile de mettre des mots. Et donc le travail d'élaboration, je le vois plutôt comme un travail en même temps, au fond, de mots, de nomination, mais aussi de réduction un peu du sens. Pas trop de sens. C'est pour ça que je préfère presque à la limite au terme d'élaboration le terme de traduction. N'est-ce pas? Traduire en mots ce qui est éprouvé comme jouissance, comme réel, comme traumatisme. Alors, évidemment, le traumatisme, au fond, qu'est-ce que c'est? L'exemple, au fond, qui circule dans nos sociétés occidentales, le plus courant du trauma, ceci dit, vous en avez beaucoup d'autres, ce sont les traumatismes sexuels, la pédophilie. Voilà, ça, n'est-ce pas, là, on a l'exemple du trauma. Du trauma au sens d'ailleurs freudien, puisque les premiers traumas, quand Freud a sa théorie du trauma au début de son élaboration, c'est une théorie du trauma sexuel. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose sur le plan sexuel. Il ne dit pas nécessairement qu'il est arrivé au sujet quelque chose qui lui a fait un déplaisir. C'est de façon assez amusante, d'ailleurs, dans ses premiers textes, Freud distingue les obsessionnels des hystériques sur ce point-là. Aux hystériques, il est arrivé un trauma qui a causé un déplaisir, et aux obsessionnels, il est arrivé un trauma qui leur a causé un trop de plaisir. C'est amusant, si vous voulez, parce qu'au fond, l'enjeu n'est pas tellement que c'est nécessairement négatif, mais que c'est hors du champ du plaisir, c'est-à-dire de ce qui, pour le sujet, peut être éprouvé dans une zone, au fond, d'abaissement des tensions, de retour des tensions autour de zéro, dans une zone d'homéostasie. Ce qui en excès, ou en excès positif ou négatif là-dessus, c'est ce que Lacan va appeler la jouissance ultérieurement. Au fond, c'est tout ce qui déborde et qui justement n'est plus du plaisir. Et à voir avec ce que Freud a appelé la pulsion de mort,
comme la part pulsionnelle qui ne relève plus du plaisir, qui fait que chacun est amené à construire des choses qui se retournent contre lui-même, n'est-ce pas? Nous connaissons tous ça, comment à l'occasion dans l'existence, bon, et certains s'y mettent bien plus que d'autres, comment à l'occasion dans l'existence, certains parfois peuvent en remettre sur un mode d'autodestruction. Bon, alors, par rapport à tout ça, le traumatisme, c'est... Donc, prenons l'exemple là de la pédophilie. Le traumatisme, c'est ce qui est inassimilable pour l'enfant. Ça n'est pas l'horreur de ce que l'adulte lui a fait. Je ne me place pas là sur un plan judiciaire, n'est-ce pas? Je ne considère pas du tout que la justice a tort de poursuivre le pédophile. C'est une autre affaire. Ce n'est pas la mienne. Je me place sur le plan clinique et des effets. Pas tout acte pédophile a les mêmes effets selon l'enfant, selon la façon dont c'est pris. On sait bien d'ailleurs, on peut prendre l'exemple aussi des camps de concentration. Pas tous, pour ceux qui en sont sortis, pas tous parlent de l'épreuve de la même manière, ni n'ont subi l'épreuve de la même façon, etc. Au fond, mais pour en revenir à la pédophilie, il y a cet exemple que Freud cite du petit cas Emma. Ça se trouve dans l'esquisse, n'est-ce pas? Et dans le petit cas Emma, c'est une petite fille qui donc a été, quand elle avait 5-6 ans, dans une épicerie, l'épicier a passé sa main sous sa jupe, voilà, attouchement, on dirait aujourd'hui. X années plus tard, quand elle est jeune adolescente, 12-13 ans, une autre scène se passe dans une épicerie. Alors, par rapport à la première scène, elle dit bien à Freud qu'après ce que l'épicier lui ait fait des attouchements, elle y est retournée encore plusieurs fois. Et puis qu'ensuite, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait là-dedans. Et elle n'y est plus allée. D'accord? Après ça, quelques années plus tard, elle se retrouve dans une épicerie, et il y a 2 hommes qui rient en regardant sa jupe. Elle s'enfuit en courant, et depuis lors, elle n'ose plus aller dans une épicerie. Symptôme. Donc, où est le trauma? Il est sûr que le deuxième événement vient faire apparaître le premier comme trauma. Au moment du premier événement, donc parce que dans les deux cas, les deux moments se ressemblent. Freud précise bien que quand l'épicier lui mettait la main sous la jupe, il riait beaucoup. Et dans le second cas, il y a 2 hommes en train de rire avec l'épicier en regardant sa jupe à elle. Et on voit tout de suite le lien qui existe entre les 2 scènes, alors que la seconde est totalement sans attouchement, et sans équivoque sexuel même. Sinon, dans l'effet que ça produit du rappel de la première scène. Donc voilà, la première scène est traumatique après coup. La première scène, sur le moment, est restée inassimilée, incompréhensible. On voit bien, la petite fille n'a pas compris ce qui se passait. C'est souvent comme ça dans ces cas-là. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y a pas éprouvé une certaine jouissance, équivoque, obscure. Elle y est retournée, d'ailleurs. Et ensuite, elle a cessé d'y aller avec le sentiment qu'il y avait là une équivoque obscure qui n'était pas permise et qui n'allait pas. Il est certain qu'elle n'a pas compris grand-chose à la sexualité adulte. Et donc on voit bien le côté informulé, le côté non concevable. C'est pas le côté horrible, en effet. Ça, c'est un jugement vu de l'extérieur. Pour elle, c'est le côté, elle n'a pas bien compris. Elle n'avait pas l'élaboration nécessaire pour pouvoir saisir ce qui se passait. Et c'est resté comme une opacité dans laquelle elle-même avait pris sa part. Et c'est ça le trauma. Alors, comment traiter ça? Mais par exemple, je pense qu'à la petite fille, il ne suffit pas de demander qu'est-ce qui s'est passé, et qu'elle dise ce qui s'est passé, et puis qu'on poursuive le méchant épicier, ce qui paraît très bien. Mais il s'agit aussi de lui faire dire, de lui faire construire là-dessus ce qu'elle a éprouvé, qu'au fond ça ne lui a pas déplu, en même temps, parce que vous voyez toute l'ambiguïté, c'est qu'en même temps on peut saisir de la scène, qu'en même temps ça lui déplaisait complètement, et en même temps ça lui plaisait un peu. On connaît ce genre de situation, n'est-ce pas? Où à la fois on aime bien un peu ça, et en même temps on n'aime pas du tout.
Et c'est justement dans cet équivoque même que se joue cette dimension du trauma. Où le sujet ne peut pas dire ce qui se passe, effectivement. Ne peut pas dire, manque de mots, mais manque aussi de traduction possible de ça. Alors, dans le cas de la petite fille par rapport au monsieur, évidemment, elle manque tout à fait de traduction de ce que c'est que cette sexualité adulte, de ce que l'autre lui veut. Lui n'est pas du tout formalisable à cet âge-là, dans l'époque viennoise en question. Aujourd'hui, à 7 ans, on a déjà appris ça. D'accord? Donc, le trauma, en effet, comme inconcevable, du côté où ce n'est pas possible pour le sujet de le concevoir, de concevoir en mots la totalité de ce qui s'est passé, de pouvoir éponger, au fond, la totalité de ce qui s'est passé. Et d'autant moins qu'elle y éprouve quelque chose aussi. Donc il faut qu'elle puisse parler, je pense, après, dans un cadre analytique. Et si elle veut, je vois bien, il ne faudrait pas, évidemment, exporter ce que je dis là dans le cadre des commissariats de police. Il est normal qu'on interroge la victime, et normal qu'on interroge aussi le violeur, ou le pédophile, disons. Mais souvent dans les commissariats de police de nos sociétés occidentales, il y a maintenant des services spécialisés qui peuvent interroger les enfants sur un mode très soft. Et c'est évident que ce n'est pas là qu'il faut dire « Et tu as joui ?» C'est pas du tout ça la question. Je pense que c'est par rapport à l'élaboration qu'elle pourrait faire, vous me demandez chez un analyste, n'est-ce pas, de ce qu'elle pourrait faire du trauma pour, au fond, résorber cette dimension traumatique. Ça implique de pouvoir parler de ce qu'elle a éprouvé, sans avoir nécessairement l'idée a priori, nous, de ce qu'elle a éprouvé, mais en ayant quand même l'idée, là je parle du texte de Freud, là où elle dit clairement qu'elle y est retournée parce qu'elle y avait éprouvé un certain plaisir, au moins un certain émoi, c'est-à-dire quelque chose d'équivoque, complètement du côté du plaisir. Donc l'élaboration, la traduction là, c'est d'arriver à trouver les mots pour dire en effet plus ce qu'elle a éprouvé que ce qui s'est passé.